On va attaquer la conférence suivante, où là par contre on va voler, on va voyager avec les D5. C'est une conférence un petit peu particulière parce que Sébastien il a de la pression, parce que déjà faire de la photo, faire de l'information c'est son métier, faire un livre c'est son métier également. Parler en public c'est réellement pas facile. En plus il ne parle pas en son nom propre, mais il parle un petit peu au nom de tous les photographes de l'armée de l'air, du CIRPA, de la patrouille de France, puisqu'il a eu un gros travail en fait de collecte d'informations de comment travaillent ses collègues pour nous présenter en fait des belles images que vous n'avez pas l'habitude de voir, où réellement on sera embarqué un petit peu avec lui en vol. Alors avant d'attaquer la conférence, de vous annoncer un petit peu le programme, ce qui me paraissait important, c'était de vous montrer un petit peu son aire de jeu. Bon, ben, un grand merci à tes collègues pour avoir tourné. Donc, vous avez compris que son aire de jeu, elle est assez fabuleuse. On va rentrer dedans à travers un petit programme en fait, où on va voyager avec l'ensemble de ses collègues. On va avoir une première partie qui sera plutôt de la photographie en Maker. L'idée de cette partie, c'est quoi? C'est toutes les techniques et comment préparer un reportage quand on part en vol dans un avion de chasse, dans un avion d'armes. Donc là, on va être embarqué avec lui, on va tourner, puis on va voir les images qui sont sorties. Ensuite, on va se retrouver davantage au cœur de l'action, parce que voler dans un Rafale, dans un avion de chasse, c'est particulier. Voler derrière un transporteur, voler dans un hélicoptère, il y a d'autres conditions de prise de vue qui sont sympas à partager. Donc là, on verra les hélicoptères, les avions de transport tactiques, les contraintes. Alors, toujours pour les contraintes, on va développer. Il y a un terme qui est OPEX, qui est un petit peu un terme d'initié, si je puis dire. Mais dans tous les cas, l'une des forces du matériel Nikon, c'est sa robustesse. Et c'est vrai que quand vous êtes sur des théâtres d'opération plutôt proches de l'équateur ou dans des zones ensablées, il y a d'autres façons de travailler. Là, tous les photographes animaliers, en fait, vont retrouver un petit peu leur façon de faire. Voilà. Donc voilà un petit peu le voyage sur lequel on vous amène pendant les 25-30 minutes qui suivent. Donc ça, c'est toi. Oui, ça c'est moi dans un Mirage 2000. C'était mon deuxième ou premier vol, je crois. Donc j'en menais pas large. Il faut savoir que c'est quand même assez impressionnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on fait ces prises de vue. Ces prises de vue sont faites pour communiquer, que ce soit pour la presse, que ce soit pour les magazines, communiquer sur l'action des forces, sur l'armée de l'air en général. Donc on fait de la prise de vue photo et vidéo. Pour préparer un reportage, alors il faut savoir que le reportage se prépare vraiment en amont. Une photo réussie, c'est une photo qui est bien préparée. Donc on réalise des croquis sur les images qu'on a besoin d'obtenir. Un croquis qui présente la photo qu'on veut obtenir et un croquis qui permet de situer les avions. Une fois qu'on a fait ces croquis, on va à la rencontre du pilote de l'avion et des pilotes des avions qui seront autour. Et donc voilà, on leur explique ce qu'on veut. Donc on leur dit voilà, il faudra une photo comme ça, comme ça, comme ça. Alors on n'en fait pas beaucoup des photos parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de vol spécifique photo comme il pouvait y avoir à l'époque. Donc les moyens sont restreints, on optimise au maximum. Donc le photographe part en vol sur une mission d'entraînement. Un vrai entraînement du combat aérien, du combat air-air. Et à l'issue de cet entraînement, il faudra faire sa séquence ses prises de vue. Alors ça peut aller de 3 minutes à 20 minutes, une demi-heure maximum.
mais il faut être capable, au bout des une demi-heure, 1 heure de vol, de combat, à être encore assez frais que pour pouvoir tenir le boîtier et faire les prises de vue. Donc, on prépare en amont avec les dessins. Le pilote nous dit si c'est faisable ou pas faisable. Et à partir de là, on passe sur la deuxième phase qui est le briefing sur le siège éjectable. Là, on est sur un siège éjectable. Il n'y a pas eu encore de boîtiers Nikon qui ont été éjectés, à ma connaissance. Mais voilà, donc on fait une petite formation, un petit briefing, un moyen briefing sur le siège éjectable. Et sur l'environnement, le cockpit qu'on verra après. Et une fois que tout ça c'est calé, on peut partir en vol. Donc là, la mission est prête. J'ai croisé quelques-uns de ses collègues et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de passion. Je crois en avoir vu un ou deux également parmi. Et c'est vrai que une fois que le briefing est réussi, on commence à sortir des belles images. Oui. Alors, il y a 2 choses très importantes. Il y a la passion du métier, avec les techniques. Ça, je remercie mon papa qui est venu, qui a traversé la France exprès pour venir voir la conférence, qui m'a donné depuis mon plus jeune âge les premières techniques photo. Mais ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait ce rapport humain avec le pilote, avec les gens avec qui on va travailler, pour qu'il y ait une bonne confiance, qu'ils aient bien compris ce qu'on a besoin. Si on part sans briefing, sans préparer sa mission, on n'a pas de résultat. Une photo qui est réussie, c'est une photo qui est bien préparée. Voilà. Après, il y a presque uniquement à appuyer sur le bouton. Je dis presque. Il y a encore quand même des particularités. Une des contraintes majeures en avion de chasse, c'est le facteur de charge. Quand on est en vol, suivant les manœuvres que fait l'avion, on peut être soumis à 1G, 2G, 3G. Ça, c'est quand même assez particulier. En hélico et en avion de transport, on n'a pas ce problème. Là, par exemple, un boîtier, un D5 avec un 24-70, on est après à 2 kg à peu près, avec un facteur de 3G, ce qui est quelque chose de normal. On multiplie par 3, ça fait 6 kg. Donc ça veut dire qu'il va falloir maintenir son boîtier qui fait 6 kg pendant la manœuvre, cadrer et faire la prise de vue. Donc le facteur de charge, c'est quand même assez costaud. Et là, on a bien vu sur ces images, en fait, la nécessité de bien s'entendre avec les pilotes pour pouvoir déclencher au bon moment. Pour pouvoir positionner les avions. Ça, c'est quand même quelque chose qui est pas facile. Donc on est en position, on fait son cadrage, qui n'est pas aisé non plus, parce qu'il faut bien s'imaginer qu'on a un casque. Et quand on a le casque et qu'on essaie de cadrer de ce côté-là sur la visière, on n'a pas l'œil vraiment collé sur l'œilleton. Donc on n'a pas son cadrage. Donc on regarde à peu près comme on peut, et on dit à son pilote qui est devenu l'assistant. Le pilote, il est aux ordres du photographe pour le coup. Et on lui dit non, l'avion là il est trop près, il faut qu'il s'éloigne, lui il est trop bas, trop haut. Et ça prend du temps. Encore une fois, si c'est bien préparé, on gagne du temps, mais ça prend quand même du temps de positionner les avions. Une fois que les avions sont bien positionnés, on lâche une rafale. Donc ce que moi je fais, c'est que je mets en vitesse rapide pour être sûr d'assurer le coup, quoi. Sous réserve qu'on n'ait pas d'autres problèmes qu'on verra après. Donc la position des avions est importante. Alors là, on est dans l'espace de travail. On va préparer son matériel, comme on le voit là. On enlève la sangle. On enlève la sangle parce que quand on est dans le cockpit, c'est un biplace forcément. Soit on est devant, soit on est derrière, suivant l'aéronef. On a le manche. Et le manche, il bouge au fur et à mesure des évolutions. Si on donne un coup de genou sans faire exprès sur le manche, l'avion il part dans une autre direction. On joue sur une pièce de 2 € au niveau des commandes de vol. Ici, on ne le voit pas bien, on a la commande de gaz. Et la commande de gaz, elle avance, elle recule, tout dépend de la manœuvre. Et juste là, on a sur cet avion-là les aérofreins. Et ça frotte sur la cuisse. Alors si ça se met en route, suivant la manœuvre, suivant comment on est positionné avec d'autres avions autour, ça peut être très très dangereux. Donc déjà on enlève la sangle, ça évitera qu'elle se prenne ici. On prend qu'un boîtier, on va pas pouvoir se trimballer plusieurs boîtiers. Il n'y a pas de poche, il n'y a pas de vide-poche. Une optique, donc il faut faire son choix. Donc on a soit le 24-70, soit
70-200. L'autre, 24-120. 24-120. Voilà. C'est les deux qui sont utilisés en vol. Une trop longue optique, ça sert à rien. Les avions, de toute façon, ils sont pas très loin, ils sont très proches. Donc on a une optique, un boîtier, on enlève la sangle, on enlève le pare-soleil. Pas besoin du pare-soleil pour bien se coller à la verrière. Et on enlève le filtre UV qui est là, parce que souvent ils sont crantés, là il n'y en a pas. Et on raye la verrière. Donc tout ça, c'est des petites choses à bien penser avant de monter dans l'avion. Après, on est sanglé, on ne peut pas bouger. Il faut éviter de changer les cartes mémoire. Donc il faut penser avant à mettre une bonne carte mémoire. Si on fait tomber la carte mémoire, on ne peut pas la récupérer à ses pieds, hein. C'est plus possible. Donc on est sanglé et on a le boîtier, on le maintient sur la cuisse. Parce qu'avec le facteur de charge, suivant les virages, on peut faire tomber le boîtier, taper dans la verrière. Bon, là, c'est quand même assez chaud. Donc ça, c'est pour l'équipement en lui-même. Voilà. Donc ça, c'est mes collègues de la patrouille de France qui volent souvent pour faire des prises de vue photo et vidéo. Donc là, c'est encore plus dangereux parce que donc ils sont obligés d'écarter les genoux pour pas gêner le débattement du manche. Le palionnier aussi, il faut qu'il fasse attention. La boutonite avec les coudes, si on touche sur un bouton qu'il ne faut pas. Et ils sont très très proches. Donc ça, c'est très 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 dangereux. Si jamais la personne fait n'importe quoi, ça va à la catastrophe. Donc eux, ils ont l'habitude de voler. C'est pour ça que c'est eux, avec la patrouille de France, qui volent régulièrement. Voilà, et on peut passer au... J'ai un film embarqué et vous allez voler avec l'un des photographes. C'est assez aisé. En revanche, quand on doit photographier à droite, on est bloqué parce qu'on est quand même sanglé, on ne peut pas se mettre comme ça. Donc là, il y a plusieurs techniques. Soit on prend le boîtier de la main gauche, comment on fait? Oui, on le prend à l'envers, on cadre comme ça et on déclenche de cette manière-là. Voilà. C'est une des techniques qu'on peut utiliser. Après, il y a la technique de le maintenir et de déclencher comme on peut avec le bouton qui est là, comme ça. Voilà, photographier à droite est beaucoup plus compliqué que photographier sur la gauche. Mais bon, ça se fait, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Donc là, on a l'explication de pourquoi beaucoup de photos sont prises sur la gauche. Donc là, c'est facile. Il y a une belle météo, il y a des belles lumières, il y a du talent, ils bossent bien, tes collègues, il y a de la préparation. Il y a des pilotes qui font également de très très belles choses. Et puis il y a des photos ratées. Voilà, alors ça c'est le problème majeur quand on fait des prises de vue depuis un avion de chasse. C'est les reflets dans la verrière. C'est vraiment une horreur. Là, sur le dernier vol que j'ai fait, donc c'était celui-là, au-dessus de la Corse,
j'ai 60 à 70% de ma production qui est poubelle parce que j'ai des reflets. Alors il y a plusieurs techniques pour essayer de ne pas avoir de reflets. Déjà on utilise des gants sombres pour ne pas rajouter en plus du reflet, pas mettre des gants blancs. Là on utilise surtout le pilote, notre assistant, pour qu'il mette un peu de pied, pour qu'il bouge un petit peu la position de l'aéronef pour essayer de ne pas avoir de reflet. Bon, ça va dépendre du soleil, d'où il se situe. Après, je sais que Julien et Michel de la patrouille de France, ils utilisent, eux, des pare-soleil de voiture pour les qu'on met à l'arrière avec des ventouses. Donc ils partent avec ça, en plus du boîtier, et ils ventousent sur la partie opposée ces pare-soleil pour ne pas avoir de reflet. Bon, c'est quelque chose, une contrainte en plus à rajouter, en plus du boîtier qu'on tient, les facteurs de charge, mettre les ventouses, attends 2 secondes, hop, je l'enlève, je le mets là. Bon, c'est... Mais bon, ces reflets, c'est vraiment compliqué. Et donc, quand il n'y en a pas, c'est mieux. Quand il y en a plus, c'est plus facile. Voilà. Là également, toujours des très belles images. Celle-là également, tu parlais du lien et de la discussion et de l'échange qu'il faut avoir avec les pilotes. C'est une belle preuve. Puis après, il y a des images que l'on comprend, puis il y en a d'autres qu'on ne comprend pas. Et moi, personnellement, celle-là, je la trouve super, je la trouve très graphique. Mais à ma connaissance, les avions, ils n'ont pas un sol transparent. Alors, ouais, ça s'appelle comment? Alors là, on fait une barrique. Alors pour l'anecdote, j'avais fait mes premiers dessins, et quand je suis arrivé pour voir le pilote, j'ai dit voilà, moi je voudrais avoir une photo comme ça. Donc ben, je vous demande de voler comme ça. Il me dit non, non, on va pas faire ça, ça c'est pas possible. Bon, on va faire une barrique. Ok, c'est quoi une barrique? Alors, l'avion se positionne, on est à côté. Là, je suis le photographe. Là, on a l'avion qui vole. Ok. Et là, il va faire un mouvement qui va durer 1 seconde. Il va tourner sur lui-même et il va faire le tour. Et on va se retrouver ici. Donc si on inverse, là, on est normal. Il va tourner et il va se retrouver là. Ça dure 1 seconde. Et pendant 1 seconde, il faut cadrer l'avion qui passe dessous, mais très très vite. Donc là, j'ai fait une vidéo, si elle passe, qui dure... donc c'était cette prise de vue là. Donc pendant la barrique, on en a fait 2. J'en ai fait une première. J'étais pas sûr du résultat, je lui ai demandé d'en faire une deuxième. Et ça a été stop parce que ça remue quand même pas mal. Donc c'est là où on apprécie la rapidité des boîtiers également. Je travaille pour Nikon et donc il faut que je le valorise dans tous les cas. Donc là, je ne sais pas si c'est sur la première tentative ou la deuxième, mais sur le coup, j'ai pas vérifié pour savoir si je l'avais ou si je l'avais pas. J'ai regardé au résultat, je l'avais, mais j'étais pas sûr de couper ici ou j'ai fait au mieux quoi. Voilà. Bon là, ça a payé, mais c'est quand même assez les barriques. Ça, je l'avais fait j'avais fait 4 photos différentes, 4 positions différentes. Ça a été la 3e et heureusement. Parce qu'après j'étais quand même bien en vrac pour la dernière photo et après on s'est posé après 2 heures de vol. Donc voilà. Donc un nouveau secret de la photographie aéronautique. On continue, après on a d'autres images qui sont beaucoup plus graphiques comme celle-ci. Donc là c'est de nuit, donc là on monte les ISO à fond. Ça c'est une image qui a été prise par mon collègue qui est là d'ailleurs il me semble. Je sais pas où il se cache. Il est là-bas. Merci. Donc. Pris au-dessus de Mossoul, c'est ça? Bagdad. Voilà, pris au-dessus de Bagdad de l'année dernière, c'est ça. Il y a 2 ans. Voilà. Donc là, c'est depuis l'arrière d'un avion ravitailleur. Il y a une bulle aussi. Il y a aussi des problèmes de reflets. C'est les mêmes contraintes. C'est pas dans l'avion de chasse, mais on a les problèmes de reflets. Donc si on devait résumer des difficultés pour faire de la photographie depuis un avion de chasse, on dirait quoi? L'environnement très restreint. Parce qu'il ne faut pas bouger les genoux, il ne faut pas lâcher son boîtier avec le facteur de charge, faire attention aux reflets. Les reflets. Supporter la barrique. Supporter le vol, ça c'est pas évident. Et surtout bien préparer et avoir vraiment une bonne communication avec son pilote. Là le dernier vol que j'ai fait c'était avec un ancien pilote de la PAF, la patrouille de France. Il avait très bien compris, on avait très bien briefé avant. Et ça s'est super bien passé quoi. Il m'a dit est-ce que là ça te va? Je le mets plus comme ça l'avion, comme ça, comme ça. Il a vraiment été à ma disposition au niveau de mes directives quoi. Donc ça c'est très bien.
Mais finalement, ces échanges, on les a également en photographie de nature, ou quand on a des guides, c'est également les guides qui nous amènent à voir les animaux. Livre suivant, puisqu'on a 3 livres, un petit peu différents. Là, on va parler de photographie d'hélicoptère. Il y a d'autres contraintes. Voilà, alors les hélicoptères et les avions de transport. Donc là, on n'est plus dans un espace confiné, mais la problématique dans ces environnements, c'est que ça vibre beaucoup. L'hélicoptère, l'avion vibre beaucoup. On est à l'arrière, on est à la porte, assis à la porte. Il y a beaucoup de turbulences, ça bouge beaucoup. Je crois que là, on le voit bien sur cette image. Hein. Là, on est assis à la porte. Donc on enlève pareil le pare-soleil, ça évite de faire de la prise au vent, de gagner en stabilité, ça évite qu'il se barre et qu'il se décroche, même si ça fonctionne bien. Mais là, quand même, il y a beaucoup de vent relatif qui fait que ça peut se décrocher. On se met en mode stabilisé, obligatoire. Après, en mode active ici, sur le 70-200, pour gagner en efficacité en termes de stabilisation. Juste avant, j'avais une question. Là, on te voit travailler avec une focale standard, c'est pas trop lourd. Les mêmes conditions de prise de vue avec un téléobjectif, un 400 ou un 500 mm. Il y a des choses particulières? On peut aussi faire, il arrive qu'on doit faire de la photo de renseignement d'après à bord d'hélicoptères en opération extérieure avec des optiques plus importantes. On se recule au maximum dans le cockpit pour pas sortir l'optique à l'extérieur, parce qu'avec la prise au vent, le vent relatif, c'est impossible d'être stable. Donc, Et puis il y a des images à sortir. Alors là je suis dans un deuxième hélico au-dessus. Lui, il n'a pas fait une barrique. Donc là, il n'y a pas besoin de faire de barrique. Donc on est assis là et bon, faut pas avoir le vertige, mais on n'a pas le vertige en général en hélico. Et là, on fait les prises de vue. La difficulté avec les hélicoptères et les avions à hélice, c'est les pales. Alors, pourquoi c'est une difficulté? Parce que nous, des photos d'hélicoptères avec des pales figées ou des hélices d'avions de transport figées, c'est à la poubelle. Et là, il n'y a pas de question à se poser. Donc on est obligé de diminuer en vitesse pour obtenir un effet de rotation. Mais diminuer en vitesse, plus les vibrations, plus le vent, on a beaucoup de déchets dans les prises de vue. Donc là, je crois que je dois être au 125 ou 80e. En dessous de 250e sûr. Et après, moi, ce que je fais, c'est que j'assure au 250e. Et une fois que c'est assuré, je diminue 160, 125, 80e. Mais j'assure quand même le 250e pour être sûr. Là, par exemple, j'ai plus la vitesse, mais le but, c'est d'avoir la rotation des pales. Voilà. Plus l'effet esthétique du cadrage, plus. Mais alors tout ça doit être de l'acquis, quoi. Ça doit être. C'est un métier, hein. Voilà. Puis il y a d'autres conditions de prise de vue. On peut se retrouver, effectivement. Donc là, c'est la tranche arrière d'un avion de transport. Donc là, c'est la 400M. On est en vol, on descend la tranche et on a un harnais. Là, pour le coup, on a laissé la sangle. Hein, on a accroché tout avec des mousquetons. Et on fait des prises de vue des avions qui viennent se mettre à l'arrière. Donc c'est turbulent, mais c'est assez confortable parce qu'on a vraiment les avions de face pour le coup. Parce que quand on est un avion de chasse, souvent, on a les avions de côté. On ne peut pas les photographier de face. Hélicoptère, c'est pareil. En hélicoptère, on ne photographie pas trop d'avions de chasse. En revanche, dans cette configuration, on peut avoir un avion de chasse qui vient faire des évolutions derrière et les avoir de face. Ça, c'est bien. Et j'ai cru comprendre que la photo de face, des fois ça marchait, puis des fois ça marche pas. Alors là, et ça fait des photos floues. Je pense que vous voyez tous qu'elle est floue. Hein. Ça, c'est un autre problème. Ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a une zone de flou. Alors, c'est pas moi qui ai mal réglé mon truc. Hein. On est d'accord, c'est pas non plus matériel Nikon. Hein. Non plus. C'est pas le problème du photographe ni le problème de Nikon. Alors, c'est quoi? C'est dû à quoi ça? Ben ouais, pour ceux qui ne voient pas, on a la réponse. Vous comprenez le pourquoi? Alors, en hélicoptère, quand on est assis à la porte et qu'on fait du stationnaire, on a les gaz d'échappement qui descendent et qui viennent se mettre entre son sujet et son appareil photo. Impossible de faire la mise au point, ça fait vraiment une zone de flou, on ne peut rien faire. Donc si l'hélico est en déplacement, les gaz s'échappent par le dessus et là on a quelque chose de clair. Là sur la photo d'avant, on avait fait un passage au-dessus de Bonifacio, donc j'étais à l'arrière, sur la tranche arrière avec mon boîtier. Bonifacio était un peu plus par là, mais on n'a pas la photo. Donc c'est juste après. Et je lui demande, je dis voilà, il faudrait que l'avion fasse des évolutions comme ça. Parce que de face c'est bien, mais je voulais avoir un peu d'angle. Mais les moteurs de mon avion, il y avait un flux ici, un flux ici. Quand il était pile dans l'axe, j'avais pas le problème. Dès qu'il faisait un peu une évolution, un virage à gauche, droite, il rentrait dans ce flux et impossible de faire autrement.
Ce qui veut dire que réussir une image comme celle-là, finalement, c'est du talent. Il faut vraiment qu'il soit dans l'axe, pas avoir de problème de flux. Voilà. Et avoir une vitesse suffisamment lente aussi, hein. Faut pas l'oublier celle-là. Et une vitesse lente pour les pales. Là également, tu es complètement dans le sujet, ou ton collègue est dans le sujet. Mon collègue, ouais. Et puis là, voilà les types d'images que l'on peut faire également quand on est à l'arrière de ces avions transporteurs. On est complètement dans l'action et ça en jette. Ouais. Là, on peut se permettre d'avoir un très gros téléobjectif parce qu'il y a un peu de turbulence à l'arrière, mais quand on est allongé ou accroupi sur la tranche arrière, on est quand même abrité. Bon, si on ne sort pas trop à l'extérieur, bon, de toute façon, on a un harnais. Et si on s'approche trop du vide, il y a le mécano qui nous ramène gentiment et dit ah, tu vas trop loin, là, il faut rester à l'intérieur. Donc, vous, je sais pas, mais moi, ça me fait rêver ces conditions de prise de vue. Je trouve bien cet engagement. On continue. Donc là, on a terminé par rapport aux prises de vue purement aériennes dans nos conditions climatiques habituelles. Mais on va faire quelques milliers de kilomètres. On va aller dans des théâtres de prise de vue un petit peu différents. Donc les opérations extérieures, le but, c'est pareil. C'est de la communication, c'est valoriser sur l'engagement de l'armée de l'air à l'étranger. Le problème, c'est que toutes nos bases aériennes projetées, elles sont dans des zones particulières, que ce soit l'Afghanistan, la Jordanie, le Golfe arabo-persique, le Mali, le Tchad. Il y a beaucoup de poussière, il fait très chaud, il y a des amplitudes thermiques assez importantes. Donc le matériel, il faut qu'il soit costaud, quoi. Il faut qu'il soit robuste. Là, on voit bien tout ce qui est poussière, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc vous doutez bien, en fait, la question qui va suivre, c'est comment on travaille et comment se comporte le matériel Nikon dans ce type d'univers. Alors, il se comporte bien. Voilà. Il se comporte bien. C'est pas ça qu'on a répété. Non, on évite, dans tous les cas, on évite de changer d'optique, mais ça, c'est le bon sens pour éviter qu'il y ait de la poussière qui rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est pour se protéger de tout ce qui est poussière. Côté thermique. Côté thermique, la journée, il fait des fois 40, 50 ou plus. Donc ça répond très bien. Bon, il est chaud, hein, le boîtier, hein, quand on est à 50 degrés quand même, hein, dans la main. On met des gants parfois. Et la nuit, il fait entre 0 et 10 degrés suivant les endroits. Donc il y a une amplitude thermique assez conséquente. Alors nous, quand on traite nos images, on est souvent dans des bureaux climatisés. Alors on a un problème, c'est que suivant la zone où on est, si c'est un petit peu humide et qu'on doit vite aller faire un reportage ou qu'on doit faire un reportage tout court et qu'on sort de son bureau climatisé, eh ben, le boîtier il est plein de condensation. Il devient tout trempé. On a de la buée devant, on a de la buée ici, on a de la buée de partout. Et avant que la buée elle parte, ça peut, suivant le degré d'humidité, ça peut durer 10 minutes, voire 1 heure, 1 heure et quart. Donc ça, je me suis fait avoir quelques fois dans le golfe arabo-persique avec l'humidité. Alors du coup, le secret, c'est quoi? Alors du coup, moi, je sortais mon sac photo 1 heure avant le reportage et j'attendais qu'il prenne la température, qu'il soit humide. Et quand je venais, bon, il était un peu moite, mais j'avais plus de buée. Il m'est arrivé j'ai eu un avion qui s'est posé, qui n'était pas prévu. Il fallait faire des prises de vue. Je suis sorti, j'ai eu la buée, c'était de la nuit. J'ai rien pu faire. Alors j'ai essuyé, j'ai fait impossible. Donc du coup, j'ai pas pu avoir de photos. Donc il faut anticiper sur ce cas de figure là. Voilà. Donc matériel robuste. Dernier livre, dernier chapitre. En fait, on a voulu rendre un petit peu hommage à ses collègues parce qu'on a compris que c'est d'abord des personnes en bonne santé physique. Il faut voler, il faut être frappadingue. Non, je n'ai pas le droit ça de le dire, c'est filmé. Donc il faut être réellement très courageux pour sortir de l'avion et se pencher. On a compris qu'il fallait bien préparer son vol, qu'il fallait maîtriser ses lumières, qu'il fallait maîtriser ses reflets, maîtriser son matériel, travailler pour la communication, être en relation avec les pilotes. Et puis là où je suis admiratif, c'est qu'en plus ils sortent des trucs extraordinaires. Et tous tes collègues en fait ont un sens de la lumière, ont un sens du cadrage que l'on tenait un petit peu à vous partager. Donc là, le petit ray de lumière, je pense que c'était voulu, c'était calculé, c'était dans le briefing ou c'est gros coup de bol? Alors ça, c'est pas moi qui ai eu la chance de faire cette photo, mais je pense que c'était calculé. Donc respect. Les contre-jours comme ça? Ça, c'est... Il n'y a pas de belles photos prises par hasard. Hein. On va continuer à les regarder. Celle-là, très intéressante. Ça s'appelle comment, là, cette brume? Là, on a le flux ici. Et là, c'est une présentation. Donc, il a des bidons sur les côtés avec du fumigène. C'est des présentations qu'ils font lors des meetings. Donc, ils balancent du fumigène.
Et il fait les manœuvres. Il arrive à déclencher avec la post-combustion en route, c'est gagné. C'est ça. Là, c'est pareil, c'est du fumigène. Hein. Même chose, on est d'accord, c'est le soleil derrière. Hein. C'est ça. Donc là, le photographe avait réellement un œil pour faire ce déclenchement. Là, on est d'accord, il n'a pas de photographe derrière dans l'avion, hein, parce que côté poussé, ça doit être assez fort. Je crois que dans votre métier, vous travaillez tous vos images, parce que c'est une particularité du métier. Vous n'êtes pas que photographe. Le statut exact, c'est comment? On appelle ça photocommunication. Donc on fait, suivant le poste qu'on a, soit on est au CIRPA, où là on fait essentiellement de la prise de vue pour le magazine Air Actualité. Derrière, on traite les images pour des publications mensuelles. Soit on peut avoir d'autres postes où on fait que de la vidéo. On peut avoir des postes où on fait de l'infographie. Donc c'est très complet. Il y a de l'infographie, il y a de l'image, de la vidéo. Donc vous aussi, finalement, vous avez suivi en fait l'évolution du métier de photographe ou de technicien prise de vue. En fait, vous êtes passé à communicant et vous suivez votre image jusqu'à sa livraison pour le magazine, pour le site web, etc. Et là, on a un petit exemple de retouche qui passe très très bien. Alors, pour savoir s'ils ont suivi, celle-là est prise depuis un autre avion, depuis l'arrière d'un transporteur ou depuis un hélicoptère? Personne ne se prononce. Alors là, c'est à l'arrière d'un transporteur, soit sur la tranche arrière, soit dans on appelle ça le boom. C'est la partie arrière d'un avion ravitailleur, où on a une vitre, où les avions peuvent venir faire des évolutions très très proches, et on les a de face. Là, c'est depuis un avion de chasse qui est de ce côté-là. Et là, on sent bien la préparation avec l'ensemble des pilotes. L'avion derrière, c'est celui de... Ça, c'est l'avion de l'Estérel. Ça doit être la 340 ou la 310. La 310. Cette image également. On a l'auteur parmi nous, c'est ça? Alors là, oui, les auteurs, ils sont là-bas, ils se cachent, mais... Vous en faites pas, vous serez applaudis à la fin. Là, on sent également un regard et une préparation qui est juste magique. Donc là, c'est très compliqué d'obtenir ce type d'image. Hein, parce qu'eux, ils partent en virage d'un côté, lui, il part en virage de l'autre. Ça, c'est les Mirage F1 qui ont été enlevés de la circulation il y a quelques années. Et celle-là, c'est une barrique ou non? Ça, c'est très certainement une barrique. Alors, une barrique, pour arriver à cadrer, avoir un beau nuage qui compose l'image et avoir l'ombre de l'avion sur un avion de cette taille, je trouve juste magique. Là également, on était dessus avec un petit traitement de post-production qui... et c'est vrai, toujours à gauche. Là, on retrouve le travail sur les pales. Finalement, quand tu nous as livré tes secrets, on trouve que c'est plus facile à faire. Mais je pense que côté ambiance, quand vous avez un hélicoptère comme ça qui déboule devant, ça doit marquer. Donc là, on est depuis le sol, hein. On n'est pas embarqué. Puis il y en a qui sont faites au sol, il y en a qui sont faites au sol. Mais là également, il y a également une très très belle lumière. Est-ce que vous sentez prêt à faire de la photographie embarquée? Ouais, il y a quand même pas mal de contraintes. On se rend compte que c'est un métier. Puis c'est également un œil et c'est ça qui est assez magique. Si vous souhaitez un petit peu continuer l'aventure de ces reporters un petit peu militaires qui font de la photographie, Sébastien, en plus de faire des photos, il sait écrire. Il vient de sortir un livre qu'on trouve dans les éditions La Flèche. Je pense qu'on peut l'applaudir, le remercier de s'être mis à nu comme ça. Merci pour votre attention. Et puis merci à tous tes collègues de la Patrouille de France, de l'Armée de l'Air, du CIRPA. Il y a tous ceux qui se sont cachés là-bas derrière mais qui sont fiers de leurs collègues.